est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier. Vous osez faire au fait ce vulgaire dessein, vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Ah, ce oui se peut-il supporter, sans un mal de cœur se peut-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah mon Dieu, fille. Comment? Fille, vous dis-je, ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est par lui blessé, sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point, et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemourer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossir, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets élevez vos désirs, songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère un exemple à vos yeux, que du nom de savante, on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille, aspirez aux clartés qui sont dans la famille, et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être loin d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain. Soumettant à ses lois la partie animale dont les petits grossiers aux bêtes nous ravalent, ce sont là les doux feux, les beaux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les sens où je vois des femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant, et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habités par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère, vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs, vous, aux productions d'esprit et de lumière, moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prend ma sœur que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté, et ne supprimez point en voulant qu'on vous seconde quelque petit savant qui veut venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du folles entêtement de vous faire un mari. Mais sachant, s'il vous plaît, qu'il vous songez à prendre, votre visée au moins n'est pas mise à prétendre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que prétendre est pour moi, autrement soupirer. Oui, mais je ménage les gens et c'est comme embarrasse le contraignant effort de ces aveux en face. Non, madame. Mon cœur qui dissimule peu ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras un tel pas ne me jette, et j'avouerai tout haut, d'une âme franche et nette, que les tendres liens où je suis arrêté sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte, vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres soupirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert sous leurs joues, sans mépris différent. Ils régnaient sur mon âme en superbe tyran, et je me suis cherché, lassé de tant de peine, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Je les ai trouvés, madame, dans ces yeux, et leurs traits à jamais me seront précieux. D'un regard pitoyable, ils ont séché mes larmes, et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. De si rare bonté, m'ont si bien su toucher qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher. Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme, de ne point essayer à rappeler un cœur résolu de mourir dans cette douce ardeur. Eh bien, monsieur, eh bien, qui vous dit que l'on ait cette envie, et que de vous enfin si fort on se soucie?
Je vous trouve plaisant de vous le figurer et bien impertinent de me le déclarer. Et doucement, ma sœur. Où donc est la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride aux efforts du courroux? Et vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous? De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être. Sachez que le devoir vous soumet à leur loi, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix. Qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême et qu'il est criminel d'en disposer vous-même. Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir de m'enseigner si bien les choses du devoir. Mon cœur sur vos leçons veut régler sa conduite. Et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, Clitandre, prenez soin d'appuyer votre amour de l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime et me donnez moyen de vous aimer sans crime. J'y vais de tous mes soins travailler hautement, et j'attendais de vous ce doux consentement. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine. Moi, ma sœur, point du tout. Je sais que sur vos sangs, les droits de la raison sont toujours tout-puissants, et que par les leçons qu'on prend dans la sagesse, vous êtes au-dessus d'une telle faiblesse. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je crois qu'ici vous daignerez vous employer pour moi. Appuyez sa demande, et de votre suffrage, pressez l'heureux moment de notre mariage. Je vous en sollicite, et pour y travailler, votre petit esprit se mêle de railler, et d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière. tout jeter qu'est ce cœur ne vous déplaît guère. Et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser, ils prendraient aisément le soin de se baisser. À répondre à cela, je ne daigne descendre, et ce sont sots discours qu'il ne faut pas entendre. C'est fort bien fait à vous, et vous nous faites voir des modérations qu'on ne peut concevoir. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise. Elle mérite assez une telle franchise, et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Mais puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame. Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne, et d'un ton absolu, elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante, un esprit qui, flattant les visions du leur, vous puis de leur estime attirer la chaleur. Mon cœur n'a jamais pu, tant il est né sincère, même dans votre sœur, flatter leur caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache, et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache, sans citer les auteurs, sans dire de grands mots, et clouer de l'esprit à ses moindres propos. Je respecte beaucoup, madame, votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho des choses qu'elle dit, aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle mérite au rang des grands et beaux esprits, un bonnet dont partout on siffle les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale, d'officieux papier fournir toute la halle. Ces écrits, ces discours, tout m'en semble ennuyeux, et je me trouve assez votre goutte et vos yeux, mais comme sur ma mère, la grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. Un amant fait sa cour où s'attache son cœur. Il veut de tout le monde y gagner la faveur, et pour n'avoir personne à sa flamme contraire, jusqu'au chien du logis, il s'efforce de plaire. Oui, vous avez raison. Mais monsieur Trissotin m'inspire au fond de l'homme un dominant chagrin, et je ne puis consentir pour gagner ses suffrages à me déshonorer en prisant ses ouvrages. C'est par eux qu'à mes yeux il a d'abord paru, et je le connaissais avant que l'avoir vu. Je vis dans le fatras des écrits qu'il nous donne ce qu'étale en tout lieu sa pétante personne, la constante hauteur de sa présomption, cette intrépidité de bonne opinion, cet indolent état de confiance extrême qui le rend en tout temps si content de soi-même, qui fait qu'à son mérite incessamment il rit, qu'il se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit, et qu'il ne voudrait pas changer sa renommée contre tous les honneurs d'un général d'armée. C'est d'avoir de bons yeux que de voir tout cela. Jusque à sa figure encore la chose alla, et je vis par les vers qu'à la tête il nous jette de quel air il fallait que fût fait le poète. Et j'en avais si bien deviné tous les traits, que rencontrant un homme un jour dans le palais, je gageais que c'était Trissotin en personne, et je vis qu'en effet, la gageure était bonne. Quel conte! Non, je dis la chose comme elle est. Mais je vois votre tante. Agréez s'il vous plaît que mon cœur lui déclare ici notre mystère, et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Tout beau. Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui chez vous passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appâts, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les
sur vos flammes secrètes tant que vous vous tiendrez en muets interprètes. Mais, si la bouche vient à s'en vouloir mêler, pour jamais de ma vue, il vous faut exiler. Des projets de mon cœur ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme, et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ces beautés. De grâce, le détour est l'esprit, je l'avoue. Et ce subtil faux-fuyant mérite qu'on le loue. Mais dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame. Et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'homme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup. Et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes vœux. Je vois où doucement vous allez la demande. Et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite. Et pour n'en point sortir aux choses que mon cœur m'offre à vous repartir, je dirais qu'Henriette à l'hymen est rebelle, et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Et, madame, à quoi bon un pareil embarras, et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon. Cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on est contente du détour dont c'est adroitement avisé votre amour et sous la figure où le respect l'engage, qu'on veut bien se résoudre à souffrir son hommage, pourvu que ces transports, par l'honneur éclairé, n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés. Mais... Adieu! Pour ce coup, ceci doit vous suffirait, je vous ai plus dit que je ne voulais dire. Mais votre erreur... Laissez, je rougis maintenant, et ma pudeur s'est fait d'un effort surprenant. Je veux être pendu si je vous aime, et sage. Non, non, je ne veux rien entendre davantage. Diantre soit de la folle avec ses visions. A-t-on rien vu d'égal à ses préventions? Allons commettre un autre aux soins que l'on me donne, et prenons le secours d'une sage personne. Oui, je vous porterai la réponse au plus tôt. J'appuierai, presserai, ferai tout ce qu'il faut. Qu'un amant pour un mot a de choses à dire et qu'impatiemment il veut ce qu'il désire. Jamais je... Ah, Dieu vous garde, mon frère! Et vous aussi, mon frère. Savez-vous ce qui m'amène ici? Non, mais si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre. Depuis assez longtemps, vous connaissez Clitandre. Sans doute. Et je le vois qui fréquente chez nous. En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous? D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite, et je vois peu de gens qui soient de son mérite. Certains désirent qu'il a qu'on ici mes pas, et je me réjouis que vous en fassiez cas. J'ai connu feu son père en mon voyage à Rome. Fort bien. C'était, mon frère, un fort bon gentilhomme. On le dit. Nous n'avions alors que 28 ans, et nous étions, ma foi, tous deux de vers galants. Je le crois. Nous donnions chez des dames romaines, et tout le monde là parlait de nos fredaines. Nous faisions des jaloux. Voilà qui va des mieux. Mais venons au sujet qui m'amène en ces lieux. Clitandre auprès de vous me fait son interprète, et son cœur était pris des grâces d'Henriette. Quoi, de ma fille? Oui, Clitandre en est charmé, je ne vis jamais amant plus enflammé. Non, je vous entends, vous ignorez l'histoire et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Comment, ma sœur? Clitandre abuse de vos esprits et c'est d'un autre objet que son cœur est pris. Vous raillez. Ce n'est pas Henriette qui l'aime. Non, j'en suis assurée. Il me l'a dit lui-même. Eh oui. Vous me voyez, ma sœur, chargée par lui d'en faire la demande à son père aujourd'hui. Fort bien. Et son amour même m'a fait instance de presser les moments d'une telle alliance. Encore mieux. On ne peut tromper plus galamment. Henriette, entre nous, est un amusement. Un voile ingénieux, un prétexte, mon frère, à couvrir d'autres feux dont je sais le mystère. Et je veux bien tous deux vous mettre hors d'erreur. Mais puisque vous savez tant de choses, ma sœur, dites-nous s'il vous plaît cet autre objet qu'il aime. Vous le voulez savoir? Oui, quoi? Moi. Vous! Moi-même. Ma sœur! Qu'est-ce donc que veut dire ce hé? Et qu'a de surprenant le discours que je fais? Ces gens... On est faite d'un air, je pense, à pouvoir dire qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son offense. Et Dorante, Damis, Cléonte et Lycida peuvent bien faire voir qu'on a quelques apports. Ces gens vous aiment? Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit. Aucun n'a pris cette licence. Mais ils m'ont su révéler si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour. Mais pour vouer leur cœur et vouer leur service, les muets truchements ont tous fait leur office. On ne voit presque point séant venir d'amis. C'est pour me faire avoir un respect plus soumis. De mots piquants partout, Dorante vous outrage. Ce sont apportements d'une jalouse rage. Cléonte et Lycida sont pris femmes tous deux. C'est par un désespoir où j'ai réduit leur feu. Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire. De ces chimères-là, vous devez vous défaire. Chimères? Ce sont des chimères, dit-on chimères, moi vraiment chimères, c'est fort bon.
Je me réjouis fort de chimères, mes frères, et je ne savais pas que j'eusse des chimères. Notre soirée folle, oui. Cela croit tous les jours. Mais encore une fois, reprenons le discours. Clitandre vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme. Faut-il le demander? J'y consens de bon cœur et tiens son alliance à singulier honneur. Et vous savez que le bien, il n'a pas d'abondance. que- C'est un intérêt qui n'est pas d'importance. Il est riche en vertu, cela vaut des trésors, et puis son père et moi n'étions qu'un en deux corps. Parlons à votre femme, voyons à la rendre favorable. Il suffit, je l'accepte pour gendre. Oui, mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément. Alors, Vous moquez-vous? Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme et prends sur moi l'affaire. mais... Laissez faire, dis-je, et n'appréhendez pas. Je l'avais disposé aux choses de ce pas. Soit. Je vais là-dessus sonder votre Henriette et reviendrai savoir. C'est une affaire faite. Et je vais à ma femme en parler sans délai. Me voilà bien chanceuse. Et là, l'on dit bien vrai, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage et service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, Martine? Ce que j'ai, Oui. j'ai que l'on m'en donne aujourd'hui mon congé, monsieur. Votre congé? Oui, madame me chasse. Je n'entends pas cela. Comment? On me menace, si je ne sors d'ici, de me bailler sans coup. Non, vous demeurerez, je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude, et je ne veux pas, moi... Quoi? Je vous vois, maraude? Vite, sortez, friponne, allons quitter ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Tout doux. Non, c'en est fait. Eh. Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Moi, vous la soutenez? Non. Prenez-vous son parti contre moi? Mon Dieu, non, je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens... Non! Elle sortira, vous dis-je de séance. Eh bien oui, vous dit-on quelque chose de la contre? Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez en raisonnable époux être pour moi contre elle et prendre mon courroux. Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse, coquine. Et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle demeure encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle, pour donner matière à votre haine, cassé quelques miroirs ou quelques porcelaines? Voudrais-je la chasser? Et vous figurez-vous que pour si peu de choses on se met un courroux? Qu'est-ce à dire? L'affaire est donc considérable. Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable? Est-ce qu'elle a laissé, dans l'esprit négligent, dérober quelques guerres ou quelques plats d'argent? Cela ne serait rien. Oh, peste la belle. Quoi? Avez-vous surpris à notre point fidèle? C'est pis que tout cela. Pis que tout cela? Pis! Comment on dit entre friponne? A-t-elle commis? Elle a, d'une insolence à nulle autre pareille, après 30 leçons, insulté mon oreille. Par l'impropriété d'un mot. Sauvage et bas qu'en termes décisifs condamne Vaugelas. Est-ce là? Quoi? Toujours, malgré mes remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences. La grammaire, qui s'est régentée jusqu'au roi, elle est fait la main haute obéir à ses lois. Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Comment? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Je n'égare. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction n'est pas réelle détruite, et des lois du langage on l'a 100 fois instruite. Tout ce que vous prêchez est, je crois, bel et bon, mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. L'impudente appeler un jargon le langage fondé sur la raison mais sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien, et tous vos vieux dictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style, ne servent pas de rien. Oh, cervelle indocile, faut-il qu'avec tous les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrument? De pas, mise avec rien. Tu fais la négative, et c'est comme on t'a dit trop dur, négative. Mon Dieu, je n'avons pas étudié comme vous, et je parle tout droit comme on parle chez nous. Peut-on y tenir? Quel solécisme horrible. En voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier avons et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire, qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père? Oh ciel! Grammaire est prise à contresens par toi, et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot. Ma foi, qu'ils viennent de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Quelle âme villageoise! La grammaire du verbe et du nominatif comme de l'adjectif avec le subjonctif nous enseigne les lois. J'ai, madame, à vous dire que je ne connais point ces gens-là. Quel martyr! Il est vrai. Ce sont des pitiés. Toute construction n'est par elle détruite et de loi du langage on l'a 100 fois instruite. Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir? Si fait. Oui, ma femme avec raison vous chasse, coquine. Et votre crime est indigne de grâce. Sortez. Son caprice, il me faut consentir. De point, Martine. Vous avez peur d'offenser la coquine? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant. Vous êtes satisfaite? Et la voilà partie, mais je n'approuve point une telle
sortie. C'est une fille aux propres choses qu'elle fait, et vous me la chassez pour un maigre sujet. Vous voulez que toujours je l'ai à mon service pour mettre incessamment mon oreille au supplice, pour rompre toute loi d'usage et de raison par un barbare amas de fils d'oraison, de mots estropillés cousus par intervalles, de proverbes traînés dans les ruisseaux des halles. Il est vrai que l'on sut à souffrir ce discours. Elle y met Vaugelas en pièces tous les jours, et les moindres défauts de ce grossier génie sont tout le pléonasme ou la cacophonie. Qu'importe, qu'elle manque aux lois de Vaugelas, pourvu qu'à la cuisine elle ne manque pas. J'aime bien mieux pour moi qu'en épluchant ses herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes, et redise 100 fois un bas ou méchant mot que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bonne soupe, et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage, et Malherbe, et Balzac, si savants en bons mots, en cuisine, peut-être, auraient été des sots. Que ce discours grossier terriblement t'assomme. Et quelle indignité pour ceux qui s'appellent hommes d'être baissés sans cesse aux soins matériels au lieu de se hausser vers les spirituels. Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense, et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin, guenille. Si l'on veut, ma guenille m'est chère. Le corps avec l'esprit fait figure, mon frère. Mais si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant, et notre plus grand soin, notre première instance doit être à le nourrir du suc de la science. Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse à ce que chacun dit. Et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude pour... Ah! Sollicitude à mon oreille rude, il pue étrangement son ancienneté. Il est vrai que le mot est bien collé monté. Voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folles on vous traite et j'ai fort sur le cœur. Comment donc? C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme, en parlant, vous irrite, mais vous en faites, vous, d'étranges, sans conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas, et hors un gros Plutarque à mettre mes rabats, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au cœur de la ville. M'ôter, pour faire bien du grenier d'océan, cette longue lunette à faire peur aux gens, et sans brimborion dont l'aspect importune. Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune, et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous. Nous voyons aller tous sans dessus-dessous. Il n'est pas bien honnête. Et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint avec un haut de chausse. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leurs ménages étaient tout leur docte entretien et leurs livres indés, du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs, elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde, et séant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde. Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, et l'on sait tout chez moi. Or, ce qu'il faut savoir, on y sait comme vont Lune, étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars, dont je n'ai point à faire, et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot, dont j'ai besoin. Mes gens, la science aspire pour vous plaire, et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, et le raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle mon rôte en lisant quelque histoire, d'autres rêvent à des vers quand je demande à boire, enfin, je vois par eux votre exemple suivi, et j'ai des serviteurs et ne suis point servi. Une pauvre servante, au moins m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point affectée, et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas, à cause qu'elle manque à parler Vaugelas. Je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me blesse, car c'est comme j'ai dit à vous que je m'adresse. Je n'aime point Séant ou vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trissotin. C'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient sont de billevesées. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu fêlé. Quelle bassesse au ciel et d'homme et de langage! Est-il de petit corps un plus lourd assemblage? Un esprit composé d'atomes plus bourgeois et de ce même sang, se peut-il que je sois? Je me veux mal de mort d'être de votre race et de confusion, j'abandonne la place. Avez-vous alors cher encore quelques traits? Moi? Point. Ne parlons plus de querelle, c'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les nœuds d'hyménée. C'est une philosophe, enfin, je n'en dis rien. Elle est bien gouvernée et vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette, et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette, de choisir un mari. C'est à quoi j'ai songé. Et je veux vous ouvrir l'intensillon que j'ai. Ce monsieur Trissotin dont on nous fait un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue et de tout point chez moi, l'affaire est résolue. Au moins ne dites mot du choix de cet époux, je veux à votre fille en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite et je connaîtrai bien si vous l'aurez instruite.
Eh bien, la femme sort, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Oui. Quel est le succès? Aurons-nous Henriette? A-t-elle consenti? L'affaire est-elle faite? Pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non, Est-ce qu'elle balance? en aucune façon. Que... C'est que... Pour gendre, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour gendre? Un autre. Qui se nomme? Monsieur Trissotin. Quoi? Ce monsieur Trissotin? Oui, qui parle toujours de vers et de latin. Vous l'avez accepté? Moi, point. Qu'avez-vous répondu? Rien. Et je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'engager pas. Certes, la raison est fort belle et c'est faire un grand pas. Avez-vous su du moins lui proposer Clitandre? Non. Car comme j'ai vu qu'on parlait d'autres gendres, j'ai cru qu'il était mieux de m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu? Mon Dieu. Vous en parlez, mon frère, bien à l'aise, et vous ne savez pas comme le bruit me pèse. J'aime fort le repos, la paix et la douceur, et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère, et sa morale, faite à mépriser le bien, sur l'aigreur de Sabine, opère comme rien. Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, on en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Je me fais trembler dès qu'elle prend son ton, je ne sais où me mettre, c'est un vrai dragon, et cependant, avec toutes ces diableries, il faut que je l'appelle, et mon cœur, et ma mie. Allez! C'est se moquer, votre femme entre nous est par vos lâchetés souveraine sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse, c'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Vous-même, à ces hauteurs, vous vous abandonnez et vous laissez mener en bête par le nez. Mais quoi, vous ne pouvez pas, voyant comme on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme? À faire condescendre une femme à vos voeux et prendre assez de cœur pour dire un « je le veux » Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions qui tiennent à la famille et de tout votre bien revêtir un ego pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut, un pédant. Qu'à tout coup votre femme apostrophe du nom de bel esprit et de grand philosophe, d'homme qu'envers galant jamais on n'égala, et qui n'est commencé rien moins que tout cela. Allez, encore un coup, c'est une moquerie, et votre lâcheté mérite qu'on en rie. Oui, vous avez raison, et je vois que j'ai tort. Allons, il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumise au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma faiblesse, elle a trop profité. Il est vrai. Trop joui de ma facilité. Sans doute. Et je lui veux faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille, et que j'en suis le maître pour choisir un mari qui soit selon mes vœux. Vous voilà raisonnable et comme je vous veux. Vous êtes pour Clitandre, et savez sa demeure. Faites-le moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours tout de ce pas. C'est souffrir trop longtemps, et je m'en vais être homme à la barbe des gens. Mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers. Que mon frère ait besoin qu'on pèse. Je brûle de mes voix. Et l'on s'en meurt chez nous. Ce sont charmes pour moi que ce qui part de vous. C'est une douceur à nul autre pareil. Ce sont repas friands qu'on offre à mon oreille. Ne faites point languir de si pressants désirs. Dépêchez, faites tôt et hâtez nos plaisirs. À votre impatience, offrez votre épigramme. Hélas! C'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort assurément a lieu de vous toucher, restez dans votre cour, que j'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Qu'il a d'esprit. Oh là! Pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez. Et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe, aussi bien déjà vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie. Songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Allons, petit garçon, vite de quoi s'asseoir. Voyez l'impertinent. Est-ce que l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas les causes et qu'elle vient d'avoir un point fixe, écarté ce que nous appelons le centre de gravité. Je m'en suis aperçu, madame, étant par terre. C'est lourd donc. Bien lui prend de n'être pas de verre. L'esprit partout. Cela ne t'arrive pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 verres me semble peu de choses. Et je pense qu'ici, je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme, ou bien nos madrigales, le ragoût
d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique, assaisonné partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Ah, je n'en doute point. Donnons vite audience. Je sens d'elle mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement, et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, ma nièce. Laissez-le donc dire. Sonnet à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Ah, le joli début. Oui, il a le tout galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement où cette ingrate insolemment attaque votre belle vie. Oh, Doudou, laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent assez vert jusqu'au fond de l'âme couler je ne sais quoi qui fait que l'on se pomme. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement. Que riche appartement est là joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Ah, que ce quoi qu'on dise est d'un goût admirable, c'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis, quoi qu'on dise, est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais en comprend-on bien comme moi la finesse? Oh. Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Que de la fièvre on prenne ici les intérêts, n'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets. Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Et quand vous avez fait ce charmant, quoi qu'on dise, avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit, et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? Aussi l'ingrate en tête, cette ingrate de fièvre, injuste et malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Enfin, les 4 ans sont admirables tous deux. Venons-en promptement au tiercet, je vous prie. Ah, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dise. Faites-la sortir, quoi qu'on dise. De votre riche appartement. Riche appartement. Où cette ingrate insolemment C'est ingrate de fièvre. attaque votre belle vie. Votre mélodie. Quoi? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang. Et nuit et jour vous faites outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. On se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisir. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage. Noyez-la de vos propres mains, de vos propres mains. Là, noyez-la de montrer en ami. 8 chapitres du plan de notre académie. Platon s'est au projet simplement arrêté quand de sa république il a fait le traité, mais à l'effet entier. Je veux pousser l'idée que j'ai sur le papier en prose accommodée, car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit. Et je veux nous venger toutes tant que nous sommes de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. C'est faire à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe et de l'air d'un manteau ou des beautés d'un point ou d'un brocart nouveau. Il faut se relever de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de page. Pour les dames, on sait mon respect en tout lieu, et si je rends hommage aux brillants de leurs yeux, de leur esprit aussi, j'honore les lumières. Le sexe aussi vous rend justice en ces matières. Mais nous voulons montrer à de certains esprits dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris que de science aussi les femmes sont meublées, qu'on peut faire comme eux de doctes assemblées conduites en cela par des ordres meilleurs, qu'on y veut réunir ce qu'on sait par ailleurs, mêler le beau langage et les hautes sciences, découvrir la nature en 1000 expériences, et sur les questions qu'on pourra proposer, faire entrer chaque secte
et n'en point épouser. Je m'attache pour l'ordre au péripathétisme. Pour les attractions, j'aime le platonisme. Épicure me plaît, ses dogmes sont forts. Je m'accommode assez pour moi des petits corps, mais le vide à souffrir me semble difficile et je goûte bien mieux la matière subtile. Tes cartes pour l'aimant donnent fort dans mon sens. J'aime ces tourbillons. Moi, c'est monde tombant. Il me tarde de voir notre assemblée ouverte et de nous signaler par quelques découvertes. On en attend beaucoup de vos vives claretés, et pour vous, la nature a peu d'obscurité. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai point encore vu d'hommes comme je crois, mais j'ai vu des clochers, tout comme je vous vois. Nous approfondirons ainsi que la physique, grammaire, histoire, vers, morale et politique. La morale a des traits dont mon cœur était pris, et c'était autrefois l'amour des beaux esprits. Mais aux stoïciens, je donne l'avantage et je ne connais rien de si beau que leurs sages. Pour la langue, on verra dans peu nos règlements, et nous y prétendons faire des remuements. Par une antipathie ou juste ou naturelle, nous avons pris chacune une haine mortelle. Pour un nombre de mots ou de verbes ou de noms, que mutuellement nous nous abandonnons. Contre eux, nous préparons de mortelles sentences. Et nous devons ouvrir nos doctes conférences. Par les proscriptions de tous ces mots divers, dont nous voulons purger et la prose et le vers. Mais le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravie, un dessein plein de gloire et qui sera vanté chez tous les beaux esprits de la postérité, c'est le retranchement de ces syllabes sales qui dans les plus beaux mots provoquent des scandales. Ces jouets éternels des sots de tous les temps, ces fades lieux communs de nos méchants plaisants, ces sources d'un amas d'équivoques infâmes, dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes. Voilà certainement d'admirables projets. Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits. Il ne saurait manquer d'être tous beaux et sages. Nous serons par nos lois les juges et les ouvrages. Par nos lois prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis. Nous trouverons partout à trouver à redire et ne verrons que nous qui sachons bien écrire. Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instance de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire revenir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Oh là, je vous ai dit d'en parole bien claire, j'ai besoin de vous. Mais pour quelle affaire? Venez, on va d'un peu vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de pouvoir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi de beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs la pleine intelligence et c'est du grec, madame. Autant comme de France. Du grec. Oh ciel, du grec. Il sait du grec, ma sœur. Ma nièce, du grec. La douceur. Quoi? Monsieur, c'est du grec. Ah, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelques d'autres entretiens. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose et pourrait, s'il voulait, nous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations, d'être aux palais, aux cours, aux ruelles, aux tables de leurs vers fatigants, lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot à mon sens qu'un auteur qui partout va gueuser des encens qui, des premiers venus, saisissant les oreilles, on fait le plus souvent les martyrs de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement, et d'un grec là-dessus, je suis le sentiment qui, par un dogme exprès, défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amants sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre et le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous les églogues d'un style qui passe en Douzatra, Théocrite et Virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux qui laisse de bien loin votre Horace après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on voir rien d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux. Aux balades surtout, vous êtes admirables. Et dans les bourriers, mais je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix. Si le siècle rendait justice aux beaux esprits. En carrosse dorée, vous iriez par les rues. On verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade et je veux que tout net vous m'en... Avez-vous vu certains petits sonnet sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui, hier il me fut lu
dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non. Mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable, et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout, et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire de semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleurs, et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi. Je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait. Le lecteur m'a gratté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma balade. La balade à mon goût est une chose fade, ce n'en est plus la mode, elle sent son vieux temps. La balade, pourtant, charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez certainement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Les petits grimaud barbouilleurs de papier. Allez, rimeur de balle, offrande du métier. Allez, fripier d'écrit, impudent plagiaire. Allez, cuisse. Messieurs, je prétendais vous faire. Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers estropiés Horace. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie en vain, tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs comparaisons rêveurs. Mais jamais dans ses vers, il ne te laisse en paix et l'on t'y voit partout être en but à ses traits. C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule, ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part, comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups contre moi, redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puisse être. Et la mienne sera te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous verrons seul à seul, chez Barbin. À mon emportement, ne donnez aucun blâme. C'est votre jugement que je défends, madame, dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autres affaires. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. Se prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont point mon affaire. J'aime à vivre aisément, et dans tout ce qu'on dit, il faut se tromper né pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête, et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter pour dire de beaux mots. Oui, mais j'y suis blessée, et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang d'une pareille honte. La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment, et qui n'est attachée qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances, et la pensée enfin dont mes voeux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur, que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère. Oui, vous faites la sotte un peu. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs un cœur que je Allez, je le veux bien. À ce nœud, je vous cède. C'est un hymen qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire en mon ravissement, madame, et cet hymen dont je vois qu'on m'honore, ma mère. Tout beau, monsieur, il n'est pas fait encore. Ne pressez pas tant. Comme vous répondez, savez-vous bien que si... Suffit, vous m'entendez. Elle ne se rendra sage, allons, laissons-la faire. On voit briller pour vous les soins de notre mère, et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux. Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous? C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée. Je vous le sais de tout, comme à ma sœur aînée. Si l'hymen comme à vous me paraissait charmant, j'accepterais votre offre avec ravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance, et vous croyez en vain par votre résistance. Alors ma fille, il vous faut approuver mon dessein. Côté second. Touchez à monsieur dans la main, et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nos voeux une entière puissance. Une mère appartient à notre obéissance. Qu'est-ce à dire? Je dis que j'appréhende fort qu'ici ma mère et vous ne soyez point d'accord, et que c'est un autre épée. Taisez-vous, Péronnelle.
Allez philosopher tout le saoul avec elle, et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée, et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons vite! Fort bien, vous faites des merveilles. Oh, quel transport, quelle joie. Allons, Mon sort est doux. prenez sa main et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Et douce caresse. Tenez, mon cœur s'émeut à toute cette tendresse. Cela regaillardit tout à fait mes vieux jours et je me ressouviens de mes jeunes amours. Oui, rien n'a retenu son esprit en balance, elle a fait vanité de son obéissance. Son cœur pour se livrer à peine devant moi, s'est-il donné le temps de recevoir la loi et semblait suivre moins les volontés d'un père qu'affecter de braver les ordres d'une mère. Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux les droits de la raison soumettent tous ses vœux et qui doit gouverner. Ou sa mère ou son père, ou l'esprit ou le corps, la forme ou la matière. On vous en devait bien au moins un compliment, et ce petit monsieur en use étrangement de vouloir malgré tout devenir votre gendre. Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvais bien fait et j'aimais vos amours, mais dans ses procédés, il m'a déplu toujours. Il sait que, Dieu merci, je me mêle d'écrire et jamais il ne m'a prié de lui rien dire. Je ne souffrirais point si j'étais que de vous que jamais d'Henriette il peut être l'époux. On me ferait grand tort d'avoir quelque pensée que là-dessus je parle, en fille intéressée, que le lâche tour que l'on voit qu'il me fait, j'ai au fond de mon cœur quelques dépits secrets. Contre de pareils coups, l'âme se fortifie du solide secours de la philosophie. Et par elle, on se peut mettre au-dessus de tout. Mais vous traiter ainsi, c'est vous pousser à bout. Il est de votre honneur d'être à ses vœux contraires, et c'est un homme, enfin, qui ne doit point vous plaire. Jamais je n'ai connu, discourant entre nous, qu'il eût au fond du cœur de l'estime pour vous. Petit sot, quelque bruit que votre gloire fasse, toujours à vous louer, il a paru de glace. Le brutal. Et 20 fois comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvé beaux. L'impertinent. Souvent nous en étions aux prises, et vous ne croiriez point de combien de sottises. Hé, doucement. De grâce, un peu de charité, madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence, pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieuse aux gens dont j'ai besoin? Parlez, dites, d'où vient ce courroux effroyable? Je veux bien que madame en soit juge équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne, et les premières flammes s'établissent du droit si sacré sur les âmes, qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que brûler des feux d'un autre amour. Au changement de vœux, nulle horreur ne s'égale, et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous, madame, une infidélité ce que m'a de votre homme ordonné la fierté? Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose, et si je vous offense, elle seule en est la cause. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans d'une constante ardeur. Il n'est soins empressé, devoir, respect, service, dont il ne vous est fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes feux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce madame, ou ma faute, ou la vôtre? Mon cœur court-il au change? Ou si vous lui poussez, est-ce moi qui vous quitte, ou vous qui me chassez? Appelez-vous monsieur être à vos vœux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire, et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté? Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce des sens nets et débarrassés, et vous ne goûtez point dans ces plus doux apparts à cette union des cœurs où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour vulgaire qu'avec tout l'attirail des nœuds et de la matière. Et pour nourrir les feux que chez vous ont produits, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Quel étrange amour, et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs, et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste, c'est un feu pur et net, comme le feu céleste. On ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs, et on ne penche point vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer, et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports, et l'on s'aperçoit jamais que l'on est un corps. Pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, que j'ai ne vous déplaise à un corps tout comme une âme. Je sens qu'il y tient trop pour le laisser à part de ses détachements, je ne connais point l'art. Le ciel m'a dénié cette philosophie, et mon âme et mon corps marchent de compagnie. Il n'est rien de plus beau, comme vous avez dit, que ces vœux épurés qui ne vont qu'à l'esprit. Ces unions des cœurs et ces tendres pensées du commerce des sens si bien débarrassés. Mais ces amours pour moi sont trop subtilisés, je suis un peu grossier, comme vous m'accusez. J'aime avec tout mon cœur, et mon cœur en veut, je le confesse, à toute la personne.
Et mon âme en veut, je le confesse, à toute la personne. Ce n'est pas la matière à de grands châtiments, et sans faire de tort à vos beaux sentiments. Je vois que dans le monde on suit fort ma méthode, que le mariage est assez à la mode, passe pour un lien assez honnête et doux, pour avoir désiré de me voir votre époux, sans que la liberté d'une telle pensée ait dû vous donner lieu d'en paraître offensé. Eh bien, monsieur, eh bien, puisque sans m'écouter, vos sentiments brutaux veulent se contenter, puisque pour vous réduire à des ardeurs fidèles, il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles. Si ma mère le veut, je résous mon esprit à consentir pour vous à ce dont il s'agit. Il n'est plus temps, madame. Une autre a pris la place. Et par un tel retour, j'aurais mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les bontés où je me suis sauvé de toutes vos fiertés. Mais enfin, comptez-vous, monsieur, sur mon suffrage quand vous vous promettez cet autre mariage? Et dans vos visions, savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai pour Henriette un autre époux tout près? Eh, madame, voyez votre choix, je vous prie. Exposez-moi de grâce à moins d'ignominie et ne me rongez pas à l'indigne destin de me voir le rival de monsieur Trissotin. L'amour des beaux esprits qui chez vous m'est contraire ne pouvait m'opposer à un moins noble adversaire. Il en est. Et plusieurs que pour le bel esprit le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit. Mais monsieur Trissotin n'a pu duper personne, et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne. Or, séant, on le prise en tout lieu ce qu'il vaut, et ce qui m'a 20 fois fait tomber de mon haut, c'est de vous voir au ciel élever des sornettes que vous désavoueriez si vous les aviez faites. Si vous jugez de lui tout autrement que nous, c'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons endormi, madame échappée belle. Un monde près de nous a passé tout du long et chut, tout au travers de notre tourbillon. Et s'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux comme verre. Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison. Il fait prophétion de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame, et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gratter quelque chose. Et c'est mon sentiment qu'en fait comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les exemples manquaient, je suis sûr qu'en tout cas les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère. Je n'irai pas bien loin pour trouver mon affaire. Mais pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru jusqu'ici que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts et non pas la science. Vous avez cru fort mal et je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Le sentiment commun n'est contre vos maximes, puisqu'ignorant et sot sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus grande entre pédant et sot. La sottise dans l'un se fait voir toute pure. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un fin devient impertinent. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, puisqu'ainsi pour elle vous prenez dans les armes. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Ces certains savants-là peuvent aller connaître valoir certaines gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants, mais on n'en convient pas chez certaines gens. Il me semble, monsieur. Et madame de grâce, monsieur est assez fort sans qu'à son aide on passe. Je n'ai déjà que trop d'un si rude assaillant, et si je me défends, ce n'est qu'en reculant. Mais l'offensante aigreur de chaque répartie dont vous... Autre second, je quitte la partie. On souffre aux entretiens ces sortes de combats pourvu qu'à la personne on ne s'attaque pas. Eh, mon Dieu, tout cela n'a rien dont il s'offense. Il entend raillerie autant qu'homme de France et de bien d'autres traits. Il s'est senti piquer sans que jamais sa gloire ait fait que s'en moquer. Je ne m'étonne pas au combat que j'essuie de voir à monsieur prendre la thèse qu'il appuie. Il est fort enfoncé dans la cour. C'est tout dit. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance et c'est en courtisan qu'il en prend la défense. Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour et son malheur est grand de voir que chaque jour vous autres beaux esprits vous déclamiez contre elle. Que de tous vos chagrins vous lui fassiez querelle et sur son méchant goût, lui faisant son procès, n'accusez que lui seul de vos méchants succès. Permettez-moi, monsieur Trissotin, de vous dire, avec tout le respect que votre nom m'inspire, que vous feriez mieux, vos confrères et vous, de parler de la cour d'un ton un peu plus doux. Qu'à le bien prendre au fond, il n'est pas si bête que vous autres, messieurs, vous mettez en tête qu'elle a du sens commun pour se connaître à tout, que chez elle on se peut former quelques bons goûts, et que le savoir du monde y vaut
sans flatterie, tout le savoir obscur de la pédanterie. De son bon goût, monsieur, nous voyons des effets. Où voyez-vous, monsieur, qu'elle laisse si mauvais? Ce que je vois, monsieur, c'est que pour la science, Rasius et Balbius font honneur à la France et que tout leur mérite exposé fort au jour n'attire point les yeux et les dons de la cour. Je vois votre chagrin, et que par modestie vous ne vous mettez point monsieur de la partie. Et pour ne vous point mettre aussi dans le propos, que font-ils pour l'État, vos habiles héros? Qu'est-ce que leurs écrits lui rendent de service pour accuser la cour d'une horrible injustice et se plaindre en tout lieu que sur leur docte nom elle manque à verser la faveur de ses dons? Leur savoir à la France est beaucoup nécessaire, et des livres qu'ils font, la cour a bien à faire. Ils semblent à trois gredins dans leur petit cerveau, que pour être imprimés et reliés en veau, les voilà dans l'état d'importantes personnes, qu'avec leurs plumes, ils font les destins des couronnes. Qu'au moindre petit bruit de leur production, ils doivent voir chez eux voler les pensions, que sur eux l'univers l'a vue attachée, que partout de leur nom la gloire est épanchée, et qu'en science ils sont des prodiges fameux, pour savoir ce qu'ont dit les autres avant eux. Pour avoir eu 30 ans, des yeux et des oreilles, pour avoir employé 9 ou 10 000 veilles à se bien barbouiller de grec et de latin, et se charger l'esprit d'un ténébreux butin de tous les vieux fatras qui traînent dans les livres, gens qui de leur savoir paraissent toujours ivres, riches pour tout mérite en babiles importuns, inhabiles à tout, vide de sens commun, et plein d'un ridicule et d'une impertinence à décrire partout l'esprit que la science. Votre chaleur est grande, et cet emportement de la nature en vous marque les mouvements. C'est le nom de rival qui dans votre âme excite. Le savant qui tantôt vous a rendu visite et de qui j'ai l'honneur de me voir le valet, madame vous exhorte à lire ce billet. Quelque important que soit ce que veut que je lise, apprenez mon ami, c'est une sottise de se venir jeter au travers d'un discours. Et qu'aux gens d'un logis, il faut avoir un cours afin de s'introduire en valet qui sait vivre. Je noterai cela, madame, dans mon livre. Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses, et que vous ferez bien de ne conclure ce mariage que vous n'ayez vu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture où je prétends vous le dépeindre de toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Terence et Catulle, où vous verrez notés en marge tous les endroits qu'il a pillés. Voilà sur cet hymen que je me suis promise un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis. Et ce déchaînement aujourd'hui me convie à faire une action qui confonde l'envie, qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait de ce qu'elle veut rompre aura pressé les faits. Reportez tout cela sur l'heure à votre maître. Et lui dites qu'afin de lui faire reconnaître quel grand état je fais de ses nobles avis et comme je les crois dignes d'être suivis, dès ce soir à monsieur je marierai ma fille. Vous, monsieur, comme ami de toute la famille, à signer leur contrat, vous pourrez assister, et je vous y veux bien de ma part inviter. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin. Et monsieur que voilà saura prendre le soin de courir bientôt lui porter cette nouvelle et disposer son cœur à vous être rebelle. Nous saurons qui sur elle aura plus de pouvoir et si je la saurai réduire à son devoir. J'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à vos visées, les choses ne soient pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler avec ardeur, madame, à ne vous point laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue. Peut-être verrez-vous votre crainte déçue. Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadé que de votre appui je serai secondé. Oh oui, je vais vous servir de toute ma puissance. Et ce service est sûr de ma reconnaissance. Puis monsieur, je serai malheureux. Madame, votre femme a rejeté mes vœux et son cœur prévenu veut Trissotin pour gendre. Quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi diantre vouloir ce monsieur Trissotin? C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin qu'il a sur son rival emporté l'avantage. Elle veut dès ce soir refaire ce mariage. Dès ce soir? Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux, pour la contrecarrer, vous marier tous deux. Pour dresser le contrat, elle envoie au notaire. Et je vais le quérir pour celui qu'il doit faire. Et madame doit être instruite par sa sœur de l'hymen où on veut qu'elle apprête son cœur. Et moi, je lui commande avec pleine puissance de préparer sa main à cette autre alliance. Je leur ferai bien voir si pour donner la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Nous allons revenir, songez à nous attendre. Allons, suivez mes pas, mon frère. Et vous, mon gendre. Hélas, dans cette humeur, conservez-le toujours. J'emploierai toutes choses à servir vos amours. Quelque secours puissant qu'on promette à ma flamme. Mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui. Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui. Vous voyez à quel nœud on prétend le contraindre. Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre. Je vais tout essayer pour nos vœux les plus doux. Et si tous mes efforts ne me donnent à vous, il y a une retraite où notre âme se donne qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour.
mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. Et j'ai cru, dans le trouble où je vois la maison, que je pourrais vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes vœux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable. Mais l'argent dont on voit tant de gens faire cas pour un vrai philosophe a d'indignes appâts, et le mépris du bien et des grandeurs frivoles ne doit point éclater dans vos seules paroles. Aussi n'est-ce point là ce qui me charme en vous et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce, votre air, sont les biens, les richesses qui vous ont attiré mes vœux et mes tendresses. C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre, et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Je vous estime autant qu'on saurait estimer, mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être, et je sens que du mien, qui tendre s'est fait maître. Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous, que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux, que par 100 beaux talents vous devriez me plaire. Je vois bien que j'ai tort, mais je n'ai puis que faire, et tout ce que sur moi peut le raisonnement, c'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement. Le don de votre main où l'on me fait prétendre me livrera ce cœur que possède Clitandre, et parmi le doux soin, j'ai lieu de présumer que je pourrai trouver l'art de me faire aimer. Non, à ces premiers vœux, mon âme est attachée, et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Avec vous librement, j'ose ici m'expliquer, et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite n'est point comme l'on sait un effet du mérite. Le caprice y prend part, et quand quelqu'un nous plaît, souvent, nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait monsieur par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse. Mais on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement, et ne vous servez point de cette violence que pour vous on veut faire à mon obéissance. Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir à ce que des parents ont sur nous de pouvoir. On répugne à se faire immoler ce qu'on aime, et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même. Le moyen que ce cœur puisse vous contenter? Imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter. De ne point aimer peut-il être capable, à moins que vous cessiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les célestes apparences. Eh monsieur, laissons là ce galimatia. Vous avez tant d'iris, de Phyllis, d'Amarante, que partout dans vos vers vous peignez si charmante, et pour qui vous jurez tant d'amoureuse ardeur. C'est mon esprit qui parle, et ce n'est pas mon cœur. D'elles on ne me voit amoureux qu'en poète, mais j'aime tout de bon. L'adorable Henriette. Eh, de grâce, monsieur. Si c'est vous offenser, mon offense envers vous n'est pas prête à cesser. Cette ardeur jusqu'ici de vos yeux ignorés vous consacre des vœux d'éternelle durée. Rien n'en peut arrêter les aimables transports. Et puisque vos beautés condamnent mes efforts, je ne puis refuser le secours d'une mère qui prétend couronner une flamme si chère. Et pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous aille n'importe comment. Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence? Il ne fait pas bien sûr, vous le tranchez net, d'épouser une fille, en dépit qu'elle en est, et qu'elle peut aller en se voyant contraindre à des ressentiments que le mari doit craindre. Un tel discours n'a rien dont je sois altéré. À tous événements, le sage est préparé. Guéri par la raison des faiblesses vulgaires, il se met au-dessus de ces sortes d'affaires, et n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui de tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui. En vérité, monsieur, je suis de vous ravi, et je ne pensais pas que la philosophie fût si belle qu'elle est d'instruire ainsi les gens, à porter constamment de pareils accidents. Cette fermeté d'âme, à vous si singulière, mérite qu'on lui donne une illustre matière, et digne de trouver qu'il prenne avec amour les soins continuels de la mettre à son jour. Et comme, à dire vrai, je n'oserais me croire bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire, je le laisse à quelque autre, et vous jure entre nous que je renonce au bien de vous voir mon époux. Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire, et l'on a là-dedans fait venir le notaire. Ah, ma fille. Allons, venez vous en faire à votre devoir, soumettre vos vœux aux volontés d'un père. Je vous apprends d'Alfred à votre mère. Et pour la mieux braver, voilà, maître ses dents, Martine, que j'amène et rétablit ses dents. Vos résolutions sont dignes de louange. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez, et ne vous laissez point séduire à vos bontés. Comment? Me prenez-vous ici pour un bonnet? M'en préserve le ciel. Suis-je un fat, s'il vous plaît? Je ne dis pas cela. Me croit-on incapable des fermes sentiments d'un homme raisonnable? Non, mon père. Est-ce qu'à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'esprit d'être maître chez moi? Si fait. Et que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme? Non, mon père. Ouais, qu'est-ce donc que ceci? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté séant doit être en tout suivie. Fort bien. Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire? Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là le plus doux de mes vœux. Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux. Nous verrons si ma femme a mes désirs rebelles. La voilà qui conduit le notaire avec elle. Secondez-moi bien tous. Vous ne sauriez changer votre style sauvage et vous faire un contrat qui soit en beau langage?
Votre style est très bon, et je serais un sot, madame, de vouloir y changer un seul mot. Oh, quelle barbarie au milieu de la France. Mais au moins en faveur, monsieur de la science, veuillez au lieu d'écus, de livres et de francs nous exprimer la dot en mines et talents, et datés par les mots d'Ides et de Calendes. Moi, si j'allais, madame, accorder vos demandes, je me ferais siffler de tous mes compagnons. De cette barbarie, en vain nous nous plaignons. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire. Ah, cette impudente ose encore se produire. Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi? Tantôt avec loisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à conclure. Procédons au contrat. Où donc est la future? Celle que je marie la cadette. Oui, la voilà, monsieur. Henriette est son nom. Fort bien. Et le futur? L'époux que je lui donne est monsieur. Et moi, celui qu'en propre personne je prétends qu'elle épouse est monsieur. 2 époux? Mais c'est trop pour la coutume! Mettez monsieur Trissotin pour mon gendre. Pour son gendre, mettez monsieur, Clitandre. Mettez-vous donc d'accord et d'un jugement mûr. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Mais à qui donc obéirai-je des deux? Quoi donc? Vous combattez les choses que je veux? Je ne saurais souffrir qu'on ne convoite ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Vraiment, à votre bien, on songe bien ici. C'est là pour un sage, un fort digne souci. Enfin, pour son époux, je fais choix de Clitandre. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est un point révolu. Ouais, vous le prenez là d'un ton bien absolu. Ce n'est point à la femme à prescrire, et je somme pour céder le dessus dans toutes choses aux hommes. C'est bien dit. Mon congé 100 fois me fut-il hoc, la poule ne doit point y chanter devant le coq. Et nous voyons que d'un homme on se gausse quand sa femme chez lui porte le haut de chausse. Il est vrai. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Je ne l'aimerais point s'il faisait le jocrisse et si je contestais contre lui par caprice. Si je parlais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec quelques soufflettes, il rebassât mon ton. C'est pareil. Monsieur est raisonnable de vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Par quel lui refuser Clitandre? Et pourquoi, s'il vous plaît, lui bailler un savant qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Et ne voulant savoir ni le grec ni le latin, elle n'a pas besoin de monsieur Trissotin. Fort bien. Il faut souffrir que le jase à son aise. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise. Et pour mon mari, moi, 1000 fois je le dis, je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage. Et pour moi, je ne voudrais jamais, si on m'engage ma foi, un mari qui n'ait point d'autre livre que moi, qui ne sache A ne B, et ne soit en un mot docteur que pour sa femme. Sans trouble, laissez écouter votre digne interprète. Elle a dit vérité. Et moi, pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur seront joints de ce pas, je l'ai dit, je le veux, ne me répliquez pas. Si votre parole a fui en rester, on ferait mieux le parti d'épouser son aîné. Voilà donc cette affaire d'un accommodement. Voyez, y donnez-vous votre consentement. Hé, mon père! Et monsieur? On pourrait bien lui faire des propositions qui pourraient nous lui plaire, mais nous établissons une espèce d'amour qui doit être épuré comme l'astre du jour. La substance qui pense, il peut être reçue, mais nous embellissons la substance étendue. J'ai regret de troubler un mystère joyeux par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces 2 lettres me font porteur de 2 nouvelles dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles. L'une, pour vous, me vient de votre procureur. L'autre, pour vous, me vient de Lyon. Quel malheur digne de nous écrire, pourrait-on l'écrire? Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous rendre cette lettre, qui vous dira ce que je n'ai osé aller vous dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti et vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Votre procès perdu. Vous vous troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites paraître une âme moins commune à braver, comme moi les traits de la fortune. Le peu de soins que vous avez vous coûte 40 000 écus, et c'est à payer cette somme avec les dépens que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné? Ah, ce mot est choquant et n'est fait que pour les criminels. Il a tort. En effet, et vous vous êtes là justement récrié. Il devait avoir mis que vous êtes prié par arrêt de la cour de payer au plus tôt 40 000 écus
c'est des temps qu'il faut. Voyons l'autre. Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damon, et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont tous deux fait banqueroute. Ciel, tout à la fois perdre ainsi, tout mon bien. Quel homme de transport, fille, tu valais rien. Il n'est pour le dressage aucun Robert funeste, et perdant toute chose à soi-même, il se reste. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien vous peut suffire, et pour nous et pour lui. Non, madame, cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cette hymen, tout le monde est contraire et mon dessein n'est point de contraindre les gens. Cette réflexion vous vient en peu de temps, elle suit de bien près, monsieur, notre disgrâce. De tant de résistance à la fin, je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas. Je vois de vous, non pas pour votre gloire, en ce que jusqu'ici je refusais de croire. Vous pouvez voir de moi ce que vous voudrez et je regarde peu comment vous le prendrez. Mais je ne suis point homme à souffrir l'infamie des refus offensants qu'il faut qu'ici je suis. Je veux bien que de moi l'on fasse plus de cas et je baise les mains à qui ne me veut pas. Qu'il a bien découvert son âme mercenaire. Le peu philosophe est ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être, madame, mais j'ose vous offrir avec ma personne tout ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreux, et je peux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée. Non, ma mère, je change à présent de pensée. Quoi? Vous voyez que je résiste à votre volonté. Vous vous opposez à ma félicité, et lorsqu'en amour, je vois chacun se rendre. Je sais peu de bien que vous avez dit tendre. Je vous ai toujours souhaité pour mon époux. Tout destin avec vous ne peut être agréable. Tout destin ne serait sans vous insupportable. L'amour dans son transport parle toujours ainsi. Et retours importuns, évitons le souci, bien muse tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie que les fâcheux besoins des choses de la vie. Et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux de tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymen de Clitan? Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir. Je ne fuis sa main que pour le trocher. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles. Et c'est un stratagème, en surprenant ces cours que j'ai voulu tenter pour servir vos amis. Que ma soeur ait pu faire connaître ce que son amour a laissé peut-être. Le ciel en soit loué. J'en ai la joie au cœur par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voilà le châtiment de sa basse avarice de voir qu'avec éclat, cette hymen s'accomplisse. Je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Vous me sacrifiez. Ce ne sera point vous que je leur sacrifie, et vous avez l'appui de la philosophie pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. Qu'ils prennent garde au moins que je suis dans son cœur. Ça va mon désespoir souvent pour son mari qu'on s'en repente après tout le temps de sa vie. Alors monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit.